On poursuit avec notre deuxième panel inspiration, si vous le voulez bien. Placer le développement durable au cœur de son entreprise et faire les choses autrement, c'est possible. Et c'est ce qu'on pourra voir encore une fois dans les prochains instants. Et ce, peu importe le secteur d'activité. C'est ce qu'on verra donc avec ces trois portraits de leaders régionaux que voici. Le Nordais, Home Hardware Saint-Siméon, Syrie Avignon, qui nous partagent leur stratégie d'affaires et leur politique de développement durable. Moi, c'est Pierre-Luc Bigawet. Je suis directeur général et copropriétaire du Home Hardware de Saint-Siméon. Moi, j'ai pris la relève de l'entreprise au niveau de la direction générale en 2017, en même temps que l'achat de l'entreprise. Et mon père étant plus en fin de carrière, désirait un peu laisser les rênes de l'entreprise et qui était depuis près de 12 ans, qui est dans le milieu, qui était implanté, qui était en forte croissance, vraiment une croissance très, très élevée. Donc, il fallait faire quelque chose. On voulait se l'amener au goût du jour. Mon père étant ce qui est peut-être plus une génération ancienne, avait une manière de voir. Moi, plus jeune, plus dynamique, j'avais une autre manière de voir ça. Et mes oncles aussi amenaient un vent de fraîcheur dans l'entreprise. Donc, on a pris la situation X de l'entreprise et on s'est mis à regarder tout ce qu'on voulait. On s'est mis à faire une planification stratégique. Si on a fait des consultants pour nous aider on part de là, on veut aller vers là, mais comment il faut faire pour se rendre vers là? C'est ce qui nous a amené en cours de route à faire une planification stratégique, développer une politique de développement durable qu'on est en train de finaliser dans ces jours-ci. Premièrement, en partant, il faut le faire pour les bonnes raisons. Okay? Si c'est juste un côté économique que tu veux sauver de l'argent, oui, tu vas sauver de l'argent, mais c'est peut-être pas trop ça qu'il faut que tu regardes. Il faut que tu aies une conscience en même temps que tu veux changer ta manière de faire aussi, sans réinventer la roue. Moi, j'ai un commerce assez traditionnel, quincaillerie. On ne veut pas réinventer le modèle d'affaires. On veut juste prendre les pratiques-là, puis plus amener des pratiques éco-responsables dans notre démarche. Donc, quelqu'un qui veut commencer, c'est sûr qu'il y a des programmes de subvention qui sont pour aider les personnes, puis on est accompagné dans ce projet-là. Là, on est en train de planifier un agrandissement. Okay? On prend un bâtiment qui est existant, qui est un très, très vieux bâtiment, qui est plus que centenaire. Donc, en premier lieu, vieille partie égale manque d'isolation, pas étanche. Donc, on veut amener le bâtiment à être plus étanche, donc moins de perte d'énergie. Okay? On veut revoir aussi le système de chauffage. En ce moment, c'est un vieux système de chauffage qui est à l'huile. Dans l'agrandissement, l'entièreté de l'éclairage va être au DEL. Et ultimement, on veut réduire notre facture de chauffage et énergie d'environ 25%. On ne se cachera pas, moi j'ai 4 véhicules de livraison, c'est des camions, des gros cylindrés, donc assez polluants, merci. Mais je ne peux pas faire autrement pour livrer mon matériel que prendre ces camions-là. Par contre, on s'est dit, on ne peut pas atténuer les gaz à effet de serre qu'on émet, mais on veut les remplacer par une compensation. Donc, on veut planter des arbres en compensation. La politique de développement durable qu'on est en train de développer, il faut que tu prennes ça au sérieux. C'est une démarche qui amène beaucoup de réflexion. C'est sûr, ça prend quand même beaucoup de temps. Mais en bout de ligne, tu te rends compte que moi, je ne suis pas une personne qui est hyper écologique à la base. J'ai une conscience environnementale X quelconque. Oui, mais je ne suis pas une personne qui est écologique vers au fond. Faire une démarche éco-responsable, on parle plus d'écologie, mais ça touche pas juste ça touche le social, l'environnement, l'économie, la gouvernance aussi. Il y a comme 4 grandes sphères là-dedans. Oui, moi c'est Richard Leblanc. Je suis dans la transformation du bois. Quand j'ai acheté ça, j'avais pas tellement d'expérience. Pas d'expérience là-dedans. Moi, j'étais dans le transport. Là. Fait que dans pas longtemps, je me suis ramassé avec un moulin, un hedger, une entrée de bio, une sortie de bio, des employés. Moi, j'ai jamais aimé voir les grosses compagnies faire des coupes à blanc. Le bois, il se promène beaucoup par camion. Ça, moi, c'est quoi que j'aime. Je sais pas, ça me touche un peu de voir ça. C'est du bois qui part d'ici, qui s'en va à Montréal, qui part de Montréal, qui s'en va en Nouvelle-Écosse. Mais il pourrait partir d'ici direct et aller en Nouvelle-Écosse. Pour acheter du bois qui provienne du moins loin possible.
Aussi, j'achète pas acheter de bois. Je provient des bassins versants de rivières ou encore des cédrières coupables. Hein, j'essaie de pas acheter de bois qui proviennent de ces places-là. J'ai eu des appels à un moment donné de quelqu'un qui se construisait. J'ai dit, il y avait besoin du cèdre, il y avait besoin du bois. Ils ont dit, on a vu sur Internet qu'on était proche de la nature et tout ça. Ils ont acheté beaucoup, ils ont tout acheté ce qu'ils ont pu ici pour la construction de leur maison. J'ai plusieurs exemples comme ça, à ma pratique environnementale, si on veut. Là. Du bois là, qui est coupé dans le bon moment, qui est bien scié, ça peut durer des centaines d'années. Du bois, c'est vivant. Jeffrey Samuel Bande, propriétaire du Nordet à Saint-Georges-de-Malbaie. Le Nordet, en fait, c'est un motel qu'on est en train de rénover puis en train de développer un centre écotouristique. Donc, la vocation puis la mission même du Nordet, c'est vraiment de respecter l'environnement dans lequel on est, puis d'appliquer des pratiques de développement durable là, le plus possible dans l'ensemble des choix et décisions de nos opérations. C'est sûr que quand qu'on fait un choix en affaires, puis malgré tout, il y a un aspect économique, on n'a pas le choix, mais on a le choix des actions qu'on prend. Tout développement a un impact sur notre environnement. Puis justement, par contre, c'est quelle décision qu'on doit prendre pour minimiser cet impact-là. Donc, chacune des petites actions qui peut être prise doit des fois être analysée, puis des fois c'est des petites actions, puis des fois c'est des grosses actions. L'aspect transport, c'est sûr que c'est ça qui a un gros impact. Donc, dans la sélection de nos matériaux, la réflexion a été faite en fonction un peu de ça, de la distance que le matériel parcourt. Autant auprès de du bois, premièrement, où est-ce qu'il a été prélevé, où est-ce qu'il a été scié, où est-ce qu'il a été transporté. Fait que, tu sais, le fait de sélectionner un bois de merisier et d'érable, on sait que c'est prélevé dans notre périphérie en Gaspésie, c'est avec le bois BSL, donc là, ça s'en revient ici. Donc, le transport est un circuit court, puis tu sais, des fois, on parle du bambou comme étant quelque chose d'écologique. Oui, en quelque sorte, mais il faut pas oublier non plus que ce bois-là parcourt des milliers de kilomètres avec différents types de transporteurs. Le mobilier aussi, ça a son incidence, son importance. Encore une fois, est-ce qu'on choisit un meuble fait en Chine ou un meuble fait au Québec qui a été produit dans une usine québécoise? Encore une fois, ça a un impact sur l'économie globale. Puis en même temps, quel type de matériaux ont été cherchés? La mélamine ou plus du bois laqué? La céramique recyclée, c'est quoi le type de savon qu'on va avoir? Est-ce qu'il est plus nocif? Fait que tous ces éléments-là peuvent se rechercher. Ça nécessite du temps, mais une fois que le système est mis en place, ça devient de plus en plus naturel, puis les automatismes se font aussi naturellement. Puis une fois qu'on a choisi, puis on a trouvé nos fournisseurs, le reste suit son cours, là. C'est sûr que moi, à la base, je suis guide de formation, guide d'aventure de formation, puis mon environnement, c'est un peu mon gagne-pain. Fait que c'est sûr que le fait d'avoir un milieu comme ça, faut le préserver, il faut le conserver. Et au travers de cette planification-là, tu te rends compte que oui, tu sais, c'est beau, t'as des bons mouvements écologiques, mais tu sauves aussi de l'argent. Et ultimement, c'est sûr qu'on est là pour sauver de l'argent et les pratiques d'affaires, mais il faut que ça englobe tout en entier, là. C'est beaucoup de petits gestes accumulés qui font qu'au bout de la ligne, ça paraît. Chacun fait un petit peu sa part. Son point de vue environnemental, ça compte. On a tous et chacun, justement, un impact, puis on fait du développement, mais il suffit de faire une action qui en amène à une autre, à une autre, à une autre. Fait que, tu sais, c'est pas si compliqué, mais c'est juste de prendre le temps
d'en mettre en place. Puis éventuellement, ben, on y regagne tous. Puis même les entreprises, je considère, vont y regagner économiquement. Tu sais. Fait que ça, c'est du win-win à tous les sens. Là. Encore de beaux exemples franchement inspirants. On accueille à ce deuxième panel d'aujourd'hui Pierre-Luc Bigawet, directeur général et copropriétaire du Home Hardware à Saint-Siméon, Richard Leblanc, propriétaire de la série Avignon, ainsi que Jeffrey Samuel Bond, directeur général du Centre écotouristique Le Nordais. Bonjour, messieurs. Bonjour. Merci d'être là aujourd'hui. On vous l'entendait dire, chacun de votre côté, Jeffrey vient de le mentionner aussi à la fin de la capsule, que c'est win-win, que c'est rentable le développement durable. À quel point ce l'est réellement? Parce que j'ai l'impression que c'est une question que se posent réellement les entrepreneurs qui sont à l'écoute ce matin. Bien, c'est sûr qu'écoute, premièrement, oui, ça faut que ce soit rentable. Tu poses des actions quelconques pour une bonne raison à la base, mais c'est sûr qu'il faut que ce soit rentable. Un projet de nature environnementale, si tu fais juste pour l'environnement puis ça ne te rapporte rien au bout de la ligne, ben, tu le fais quand même, mais c'est encore plus important quand c'est rentable au bout de la ligne. Mm-hmm. Pierre-Luc, est-ce que vous avez des modèles, par exemple, des entreprises, modèles qui vous inspiraient en ce sens-là? Bien, c'est sûr que moi, dans mon domaine, au Québec, il y a quand même une mouvance des centres de rénovation. Il y en a plusieurs qui ont pris un virage. Donc, c'est sûr que j'ai des modèles inspirants à gauche et à droite. Mais c'est quand même dans les premiers balbutiements dans un centre de rénovation de faire un virage écologique et éco-responsable. On a des questions pour vous tous. D'abord, Élise Tremblay du CREGIM dit, dans vos propres secteurs d'activité, que ce soit la production de bois, l'industrie touristique ou la vente au détail, considérez-vous que la majorité des autres entreprises s'intéressent à leur impact environnemental ou que vous faites plutôt exception à la règle? Nous, de notre côté, je pense que là, on ressent justement un mouvement au niveau de l'écotourisme de manière globale, et même la ministre du Tourisme a souligné dernièrement là, des bonnes enveloppes budgétaires pour supporter le développement durable. Définitivement, je pense qu'il y a un mouvement en ce sens. Est-ce qu'on fait exception à la règle? Non. Puis souvent, par contre, c'est plus les gens font déjà des actions, mais ne le mentionnent pas nécessairement. Donc, c'est l'ensemble des actions qui est important. C'est pas seulement une action, mais c'est souvent l'ensemble des actions qui font en sorte qu'on a un impact sur notre environnement à court, moyen et long terme. Richard? Oui. Voudrais-tu répéter ta question? Oui. La question était, en fait, est-ce que vous avez l'impression d'être exception à la règle ou vous avez l'impression que les autres producteurs de bois, les autres scieries, ont ce souci de l'impact environnemental aussi? Non, je pense qu'il y a beaucoup de scieries qui ont quand même cet impact-là. Ça commence parce que plusieurs font partie de ce qu'on appelle un organisme qui s'appelle FSC, Forest Steward Council. Mais pour faire partie de cet organisme-là, il faut que le bois soit transformé de façon responsable. Et je crois que ça commence quand même à... Les scieries sont quand même assez écologiques, je crois. Richard, je vous pose une autre question directement. En tant que scierie qui agit comme intermédiaire entre les compagnies forestières en forêt publique, les propriétaires de forêts privées et la clientèle, est-ce que vous avez l'impression d'avoir un poids, d'avoir une certaine influence dans le respect des normes d'aménagement ou encore sur l'adoption de la certification dont vous parliez tout à l'heure? Moi, je n'ai pas beaucoup d'impact parce que je ne suis pas un gros producteur, un gros transformateur. Mais je fais attention, disons, de ne pas acheter du bois qui provient de copa blanc ou qui provient de bassins versants de rivières ou encore
des cédrières qui sont coupées à blanc. J'essaie de moins possible d'acheter de bois de ces coupes-là, si on veut. Je vous pose une question de Dominique Vien cette fois. À tous, comment vous vous assurez que vos employés vous suivent dans cette aventure-là? Ben, oui, je crois que les employés, je n'ai pas beaucoup d'employés, mais ceux que j'ai, oui, ils semblent avoir être beaucoup, comment dirais-je, Conscientisés? une conscience responsable pour l'écologie. Merci, Richard Pierre-Luc. Oui, moi, de mon côté, mes employés, il y en a quelques-uns qui participent à l'élaboration de mon plan de développement durable, à commencer par l'instauration d'un comité vert à l'intérieur du magasin. Et moi, j'ai toujours dit que si tu communiques aux employés, tu leur fais part de tes plans, tu écoutes tes idées, ils vont beaucoup plus se sentir importants dans le plan et faire partie de la solution. Très bien. Jeffrey? Ben, c'est assez similaire à mes deux comparses. Là. Nous, de notre côté, effectivement, là, les employés sont partie prenante aussi là, de ce processus-là. Puis je pense qu'il y a aussi une question d'éducation puis de transmission de l'information qui fait en sorte aussi que ceux-ci sont en mesure de le transmettre auprès de la clientèle. Jeffrey, je poursuis avec une question directement pour vous parce qu'on est aux portes, disons, de la saison touristique en Gaspésie et aux îles de la Madeleine. Le tourisme ici occupe depuis longtemps une place importante dans l'économie, dans la société. Est-ce que vous pensez que l'essor de l'écotourisme, ça peut devenir un moteur de changement vers une économie plus respectueuse à l'échelle de la Gaspésie, à l'échelle des îles, tout en influençant les habitudes de consommation des gens d'ici, des locaux, mais aussi des touristes? Bien, définitivement, l'essence même de l'écotourisme, c'est le respect aussi des cultures locales. Puis on le voit sur la scène internationale, c'est vraiment le marché qui est le plus en croissance comparativement au tourisme de masse qu'on a dans différents domaines hospitaliers ou peu importe. Là. Donc, définitivement, ça a un impact autant sur le service qu'on rend à nos clients, le service qu'on donne justement à nos participants aussi dans nos activités, en quelque sorte. Mais je dirais au-delà de ça, ça a un impact sur notre communauté directement, que ce soit par le biais de l'achat de produits et services qui permettent une économie circulaire. Ou bien de juste embaucher comment je pourrais dire, des gens de la population locale, bien, ça fait en sorte qu'on crée une économie qui est un peu plus verte, puis qui ajoute une durabilité, puis en même temps qui a un intérêt, tu sais, pour revenir un peu à la question initiale, les clients veulent ça, donc vont tendre et acheter vers ce type de produit. Fait que c'est sûr et certain que ça crée un bel engouement à tous les niveaux, là. Une question pour Jeffrey, en fait, de Louis-Martin Pilote. D'après vous, quel est le rôle des guides d'aventure dans la sensibilisation du public aux principes d'éco-responsabilité desquels vous venez de parler? Bien, au niveau du métier de guide d'aventure, définitivement, on encadre des gens et une des responsabilités, un des rôles et responsabilités, c'est d'interpréter. Donc, qui dit interpréter, dit aussi éduquer. Et le fait d'être dans un environnement, comme je le mentionnais dans la capsule, le fait d'être dans un lieu ou dans un contexte de plein air, ça permet aux gens de voir directement l'impact, d'avoir une sensibilisation, d'avoir un regard, mais aussi d'avoir excusez le terme, là, un feeling de ce qui se passe sur le terrain. Donc, l'impact est beaucoup plus grand quand on éduque nos gens, puis définitivement, ça a une belle portée là, en tant qu'éducation là, pour nos clients. Une question qui vient d'arriver pour vous tous il y a quelques secondes à peine de Dominique Cyr cette fois. On entend parfois qu'une démarche de développement durable coûte cher, mais ne pas avoir de démarche peut aussi avoir un coût important. Quel est votre constat pour votre entreprise? Qu'avez-vous à dire à une entreprise, par exemple, qui hésiterait à investir dans une démarche de développement durable?
Je vais, je vais répondre en premier. Dans mon cas, je suis en plein milieu de la démarche. C'est sûr qu'il y a une réduction de coûts liée à ça. Par exemple, dans mon cas, je prends un vieux bâtiment qui n'est pas étanche, qui a un éclairage, un vieux éclairage au néon. On veut faire un éclairage au DEL. On veut aussi, en agrandissant le bâtiment, le réisoler. Donc, il y a une économie d'énergie et d'argent à aller chercher en bout de ligne aussi, là. Donc, c'est tout ça qu'il faut prendre en considération, là. Est-ce que Richard ou Jeffrey veulent Oui. poursuivre? Ben, pour notre part, on a racheté un vieux motel. Donc, en partant, c'est sûr et certain que le fait si on l'aurait laissé dans son état actuel, on n'aurait pas eu le même chiffre d'affaires. Donc, en rénovant, en réinstaurant des nouvelles pratiques, ben, c'est sûr que ça amène une augmentation au niveau de la tarification, donc par le fait même des revenus supplémentaires. Fait que si on était resté au statu quo, définitivement, on n'aurait pas eu autant de ventes. Puis là, on est au début, on est en démarrage, mais on estime là, que pour les prochaines années, ça va être de mieux en mieux, là, ça c'est définitif. Richard, qu'est-ce que vous aimeriez dire à une entreprise qui hésite à se lancer dans le développement durable? Mais je crois que aujourd'hui, avec la jeune génération qui sont beaucoup plus sensibilisés que nous, ce qu'on était au développement durable, moi, je leur conseille fortement d'aller vers ce genre de production, si on veut. À long terme, c'est payant comment dirais-je, de travailler, j'ai perdu le fil des idées, là, mais... À long terme, c'est payant. C'est ce qu'on retient. C'est ça. C'est l'important du message. C'est ça. Une autre question, cette fois, s'adresse à Jeffrey. Question de Antoine Bonhomme. Est-ce que vous pensez qu'un regroupement des acteurs du tourisme en Gaspésie pour encadrer des pratiques de développement durable serait favorable pour s'assurer que tous vont dans la même direction et favoriser un partage des bonnes pratiques? Et ça, c'est une bonne question. Je crois qu'un partage peut être fait. Est-ce qu'on doit former une association? Il y en a déjà des existantes, que ce soit au niveau national et voire même international. Puis, en fait, si je me trompe, on a une de nos panélistes aussi. Là, il y a un nouveau développement là, au niveau du tourisme durable. Là. Sandra était siège là-dessus. Puis nous, de notre côté, on est très intéressés là, à s'intégrer au niveau national. Donc, est-ce qu'on veut dédoubler les choses? Moi, pour ma part, en termes d'implication, à un moment donné, je pense qu'on peut aller voir aussi là, un peu partout qu'est-ce qui se fait, mais effectivement, si on peut influencer, si on peut partager, puis le Fonds Éco-Leader nous aide aussi en quelque sorte là, à partager les bonnes pratiques. Puis il y en a plein d'autres, comme je mentionnais aussi, des fois, qui le font, mais à différents niveaux. Fait que définitivement, si on peut partager, c'est sûr que c'est intéressant, mais est-ce qu'il faut créer une association? Je suis un peu mitigé. Et Jeffrey, il y a déjà une certification Aventure Écotourisme au Québec? Oui, il y a une certification qualité écotourisme avec de l'association Aventure Écotourisme Québec, mais aussi, puis là, c'est ça, il faudrait que je regarde de nouveau, là, mais il y a vraiment une nouvelle association qui s'est créée au niveau du tourisme durable. Puis, comme je mentionnais là, un petit peu plus tôt, là, Sandra en faisait partie aussi là, de cette nouvelle structure là, qui a lieu actuellement au Québec. Là. Excellent. Question de Dominique Vien, cette fois. Est-ce qu'il existe un type de certification environnementale pour les home hardware et les quincailleries en général, Pierre-Luc? Je ne crois pas en ce moment qu'il y a vraiment une certification à aller chercher. Par exemple, il y a des programmes assez généralistes qu'on peut embarquer dedans, mais il n'y a pas de certification vraiment en ce moment qui a été établie dans la norme du centre de rénovation. Un des programmes actuellement qui est en vogue est le programme Bien fait ici, qui favorise les produits fabriqués au Québec ou
une grosse partie de composantes qui sont assemblées au Québec. C'est genre de programme. Tantôt, Richard parlait aussi des produits nature FSC pour le bois. Il y a plusieurs fournisseurs de bois au Québec. Même localement ici, je pense à Temrex là, qui a un gros mouvement là-dedans dans le programme FSC. Donc, il n'y a pas de programme officiel, mais il y a plein de sous-programmes dans le monde du centre de rénovation. Excellent. Messieurs, quels sont vos freins? Quels sont vos bâtons dans les roues, j'ai envie de dire, qui vous empêchent d'avancer davantage à ce niveau-là? Bonne question qui demande réflexion. Ben, en fait, est-ce qu'il y a des freins? Ben, c'est sûr que l'aspect économique, l'aspect de la disponibilité, c'est des éléments qui sont quand même à considérer. Nous, de notre côté, ça a été beaucoup plus de recherche, de demande et de pression auprès de nos fournisseurs. Puis on continue à le faire, que ce soit pour les matériaux textiles ou quoi que ce soit. On le demande, puis des fois, c'est vraiment la question de la disponibilité. Fait que, tu sais, je pense que c'est plus une question d'effort perpétuel, puis à force de demander, l'ensemble des fournisseurs embarquent là, de plus en plus dans le projet, puis c'est ça, c'est la question d'acheter puis de demander qui fait en sorte qu'à un moment donné, ben, on a de plus en plus d'accessibilité à différents types de produits. Là. Intéressant. Au Richard, niveau, Ah, Pierre-Luc, oui? Ah, ben, Richard peut y aller, vas-y. Ah, ben, le bâton dans les roues, pas vraiment, mais je crois qu'il devrait y avoir certains programmes, peut-être programmes gouvernementaux différents ou quoi qu'on en a déjà, mais qui pourraient peut-être aider plus à l'entreprise. Puis il y a des fois aussi, il y a question d'accessibilité à certains produits, certains bois qu'on peut pas, qu'on est obligé, disons, pour l'approvisionnement, des fois, on est obligé de faire venir du bois de plus loin. Et pour le client, c'est la même chose. Il ne peut pas se procurer son bois proche de la place où il a besoin de l'avoir. Donc, on Je peux renchérir. Oui, certainement. Si je peux renchérir ce que Richard disait, la difficulté d'approvisionnement du bois en ce moment est vraiment un constat réel. Nous, en premier lieu, on s'approvisionne beaucoup d'un moulin local Temrex Nouvelle qui ont une ligne de bois premium qui répondent aux critères et qui viennent des forêts locaux. En ce moment, tous les fournisseurs de bois sont en pénurie. Donc, des fois, il faut aller chercher plus loin pour s'approvisionner, autre que de local. Alors, de ce temps-ci, le bâton dans les roues, c'est vraiment le marché. Un autre bâton dans les roues que je peux voir dans mon commerce, c'est au niveau des choix des produits en commerce. Les institutions, comme autant les bannières, n'ont pas encore la vision vraiment de développement durable à long terme. Et ici, là, ça se reflète dans le choix de produits. On peut décider de prendre un choix de produit plus écologique, qui n'est pas nuisable à l'environnement, mais il faut aussi aller avec les besoins de la clientèle, ce que les clients veulent. En ce moment, je trouve qu'il y a un clash de génération vraiment entre, comme Richard disait tantôt, la nouvelle génération plus axée sur l'éco-responsabilité et la génération un peu plus vieille le sont un peu moins. Donc, moi, dans mon modèle d'affaires, il faut que je prévoie des produits écologiques pour la génération qui veulent ça, mais il faut aussi que je respecte les besoins des clients plus vieille génération, donc des produits à nature plus traditionnelle. Cependant, j'ai déjà banni certains, en fait, je projette de bannir certains produits de mon magasin. Exemple, le fameux Roundup qui a eu mauvaise presse dans les dernières années. Malgré que c'est un produit que beaucoup de clients veulent, on a des choix déchirants à faire. On va dire, est-ce qu'on veut l'offrir quand même ou le restreindre de ne pas l'offrir? C'est intéressant, ça m'amène sur la question suivante que je voulais vous poser. Quelles sont les initiatives éco-responsables que vous souhaitez mettre en place dans un futur à court, moyen, long terme peut-être? Richard, Jeffrey, est-ce que vous souhaitez rebondir là-dessus? Ben, moi, j'ai différents rebuts de bois. Mettons comme le brin de scie, il y a du brin de scie des fois qui s'en va pour des agriculteurs, là, des producteurs de bœuf, des producteurs de... Puis,
les autres rebuts, ben, il y en a ça s'en va à Uniboard Canada, à Québec, c'est pour faire comme la RIP, là, ça s'en va pour faire des panneaux agglomérés qu'ils appellent. Ensuite, moi, il y a mes croûtes de bois, c'est-à-dire ce qu'ils appellent la slab. Là. Ça, j'ai pas toujours des marchés pour ça. Il y a une partie du marché qui s'en va pour du bois. Il y en a qui achètent ça comme bois d'allumage. Mais j'ai quand même certains rebuts, là, surtout dans le résineux. Comme dans le cèdre, ça, aller jusqu'à il n'y a pas longtemps, je vendais ça à une entreprise de New Richmond, M. Campbell, qui faisait des paniers des couronnes de Noël. Là, il envoyait ça aux États-Unis, je pense. Mais ce que j'aimerais le plus pouvoir écouler d'un marché proche, c'est les croûtes de bois. Très bien. Jeffrey? Ben, pour notre part, on a des projets qui ont été mis sur la glace dû à la pandémie, mais on est en train de redémarrer un peu là, le projet initial qui était d'établir un spa nordique écologique ici à Saint-Georges-de-Malbaie. Donc, on a des bassins qu'on a déjà reçus en cèdre. Éventuellement, à moyen terme, on veut avoir des chauffe-eau solaires. Donc, c'est toute cette dynamique-là, autant au niveau des choix des matériaux, mais aussi de l'utilisation du bronze versus le chlore, des ionisateurs. Donc, tout le concept aussi là, de thermothérapie, mais un peu plus écologique. On a donc bien hâte d'y aller. Je rebondis sur les effets de la pandémie. Je ne sais pas si c'est partiellement la réponse à la question de Louis-Martin Pilote, qui est dirigé à Richard et à Pierre-Luc. Qu'est-ce qui explique cette pénurie de bois d'œuvre, cette hausse des prix dont vous parliez tout à l'heure? Ouf, la question qui tue. Hein? La pandémie, moi, ça m'a beaucoup affecté dans le sens qu'on est proche de la frontière de Nouveau-Brunswick. Donc, c'est-à-dire, je croyais être beaucoup affecté parce que environ 50% de mes clients viennent du Nouveau-Brunswick. Mais depuis la pandémie, les clients d'ici ne peuvent plus traverser l'autre côté, donc ils viennent ici. La pandémie, moi, j'ai dépanné beaucoup de gens qui ont besoin de 2 ou 3 madriers, des fois que je n'ai pas en stock. Ben, je leur fais leur madrier en question, pas qu'il y ait à aller chercher ça soit à Carleton, Saint-Omer ou à Amkoui. Ensuite, il y a une pénurie. Oui. J'essaie un peu de comprendre pourquoi, il me semble qu'on voit beaucoup de bois dans les moulins. Puis le prix a augmenté énormément. Je ne crois pas que le 2x4 coûte aussi cher à faire que le prix qui est actuellement. Je ne sais pas c'est où que en tout cas, je dirais qu'il y a une pénurie vraiment. Moi, j'ai des appels des fois de Matane, encore l'autre fois, j'ai eu un appel de Kaplan, un appel des appels du coin de Saint-Hyacinthe pour acheter mon commerce. Parce que c'est ce que j'ai à dire sur la pandémie. Je comprends pas. Je ne peux pas répondre à la question, en fait. Ben de mon côté, c'est sûr qu'il n'y a pas de réponse magique, comme Richard le disait. La pandémie a affecté le marché du bois à partir du printemps passé, quand que le gouvernement a décrété la fermeture des usines de production. Il y a environ 1 mois et demi que ça a fermé. Après ça, ils ont décollé, mais à pas tous leurs chiffres, à pas tout le rendement d'employés. Il y avait des distanciations à respecter. Donc, la productivité n'était pas à 100%. On parlait d'environ une productivité de 50%. Et la demande a explosé. La demande a explosé et les cours à bois se sont fait vider. C'est facile de dire en ce moment, quand on passe notamment de chez Tenrex ou l'usine à Saint-Azéa, peu importe les producteurs locaux, hey, les cours sont pleines, ils ont du bois en masse, puis le prix est élevé. Oui, les cours sont pleines, mais tout le stock est vendu. Il y a une pénurie vraiment de stock aussi à cause que les États-Unis ont besoin de beaucoup de bois. Et pour les producteurs québécois, malheureusement, c'est un gros avantage pour eux d'exporter leur bois aux États-Unis à cause du taux de change en premier lieu.
pour pouvoir écouler leur production. Donc, ce que ça a fait, c'est que ça a fait gonfler vraiment les prix selon l'offre et la demande. Et je suis d'accord avec Richard aussi de dire que le même 2x4 ne produit pas plus cher à produire que v'là un an. C'est tout simplement l'offre et la demande. Moi, je pense que tant que le marché ne soit pas réglementé, on va être à la merci de ça. Mais le gouvernement ne veut pas réglementer le marché à cause qu'ils disent une compétition déloyale qui arriverait à réglementer le marché. Donc, ils veulent laisser le marché dicter ses propres règles de prix, mais en même temps, c'est le consommateur en bout de ligne qui est prisonnier de ça. Absolument. Une question qui s'adresse à Richard et Jeffrey, ça provient de Élise Tremblay du CROGIM. Est-ce que vous avez des inquiétudes dues au changement climatique pour la continuité de vos activités, le réchauffement des températures? Si je peux lire un petit peu plus, Marie-Claude. Ensuite, s'entraîne une foule de conséquences, des feux de forêt, des nouveaux ravageurs dans les forêts notamment. Est-ce que vous êtes inquiet par rapport à l'impact que cela peut avoir sur la production de bois et sur l'industrie touristique aussi? Sur la production de bois, c'est dur à prévoir, mais je crois que pour les incendies, avec les chaleurs qui viennent, pour les incendies de forêt, je crois que ça peut venir dangereux par ici, pour les incendies. En tout cas, surtout où il y a beaucoup de résineux là, proches des maisons, je crois que ça peut être dangereux, oui. Jeffrey? Bien, c'est sûr que la variation de température a un impact sur nos côtes. Fait que définitivement, l'ensemble des côtes de la Gaspésie risque d'être affecté au cours des prochaines dizaines d'années, puis même voir un peu plus à court terme. Donc, effectivement, ça a un impact parce que les gens veulent avoir des plages, veulent vivre un peu cette expérience-là. Fait que ça c'est un des éléments, mais je pense aussi au tourisme hivernal, avec la fluctuation des températures. Pour ceux qui veulent avoir des bonnes bordées de neige, si on a des précipitations de pluie ou quoi que ce soit, ben ça aussi, ça a un impact. Donc, définitivement, les changements climatiques peuvent avoir des répercussions directes sur l'industrie touristique. Messieurs, merci à vous trois de vos partages enrichissants, inspirants, très certainement. Merci pour l'invitation. Ça fait plaisir, merci de l'invitation. Merci. À nouveau, si vous avez d'autres questions, on vous invite dans l'onglet chat scène. Ce sera possible de rejoindre nos panélistes peut-être ultérieurement et de continuer la discussion avec eux si vous le souhaitez. Maintenant, c'est le moment de prendre une pause bien méritée, une pause lunch évidemment. Et on vous invite à réseauter au cours de ce lunch-là, à défaut de pouvoir se croiser dans les corridors du colloque. Donc, on vous invite dans la section réseautage. C'est le moment d'aller à la rencontre de gens de façon tout à fait aléatoire. Vous l'avez expérimenté tout à l'heure. Donc, pour une période d'à peu près 4 minutes ou moins, simplement de brefs échanges. Et ensuite, vous pouvez, pour remplacer l'échange de cartes d'affaires, cliquer sur le bouton « Connect » là, auprès de votre interlocuteur pour accéder à ces données pour un échange ultérieur. Donc, profitez bien de ce temps de pause pour casser la croûte, pour vous dégourdir également et nous revenir en force, énergisés pour notre programme de l'après-midi, au cours duquel on va saisir les opportunités d'innovation qui s'offrent à vous, à votre propre entreprise, à l'aide du CIRAD. On va échanger avec les experts de la région en développement durable et on vous réserve quelques surprises, dont le dévoilement d'un projet du CROGIM et du Fonds EcoLeader qui mettent en vedette 3 entreprises d'ici innovantes et volontaires. Alors, on vous souhaite une bonne heure de lunch. On se retrouve à 12h45, 13h45, heure des Îles de la Madeleine.